baaxul amul éthique amul morale mais ñu bëri dañu yaakaar ni Macky Sall fi mu toll nii il faut que mu am ay alliés te alliés yi fu nekk la ñu mën a jóge waaye bu dee dañ ko fal président moom tamit dafa war a segg ñi nga xamante ni peut-être ñoo war a nekk ci gouvernement bi ak ñi nga xamante ni dañu war a nekk juste ay militants donc comme ni ma leen ko waxee internet yi dañu lucide ci seen analyse moo tax ñuy sawar toujours di leen poser ay questions. Voilà, Mame Fatou, merci. Je rappelle que vous nous devez une autre question en fin d'émission et on aura les réponses certainement demain. Tout à fait. Voilà, merci Mame Fatou. Alors, on va revenir à notre invité Khalilou. Alors, si on peut revenir un peu sur l'effet marquant, en tant que, je vous surnomme un peu protecteur de la corporation, vous êtes le syndicat des journalistes, vous étiez au cœur justement des activités. Quels ont été les moments importants que vous avez vécu avec les confrères pendant ce processus électoral? Je disais tout à l'heure que bien avant la campagne, on a eu à dérouler un programme qui a consisté à former un certain nombre de confrères pour les préparer quand même au scrutin. Il faut pas oublier quand même que pour beaucoup de journalistes, c'était une première expérience que de vivre cette campagne. Donc il fallait les former en liaison avec les rédactions. On a organisé 3 jours de réflexion et de formation où il y a eu d'anciens journalistes qui sont venus nous en tenir les expériences antérieures par rapport à la couverture des campagnes électorales. Cela dit, nous avions établi un partenariat avec l'ambassade des États-Unis à Dakar et l'ambassade canadienne qui fait qu'on a pu dérouler à bien cette formation et tout le nécessaire en vue de cette campagne. Il y a eu également le Centre international des journalistes qui est basé à Washington également qui a apporté son concours. Mais grosso modo... C'est quel type de concours? C'est-à-dire l'appui financier par rapport aussi aux gilets, je reviendrai un peu là-dessus, qu'on a mis en place. Les gilets qui ont eu leur importance dans l'identification du journaliste et du manifestant, en reparlant des bombes lacrymogènes. Absolument. Je pense que les gilets ont été une bonne expérience qu'on a reconduite. Déjà, on avait confectionné des gilets en 2007 et on avait vu que l'expérience était probante. Donc, il fallait reconduire ces gilets qui, avec toutes les manifestations qu'il y a eu à Dakar, qui ont pu quand même tirer les journalistes du lot, les faire distinguer très facilement. Et même les jours du scrutin, les gens ont porté leurs gilets. Et jusqu'à présent, je vois des confrères, une fois qu'ils descendent sur le terrain, que la manifestation potentiellement à risque ou pas, arborent leurs gilets. Cela dit, je reviens un peu au principe de la formation. En liaison avec des responsables de rédaction, que ce soit des rédacteurs en chef ou bien des directeurs de rédaction, mais également avec des reporters pressentis pour la couverture de la campagne. On s'est entretenu avec eux pendant 3 jours à Dakar pour leur parler un peu, leur rappeler un peu le droit à l'information, qu'est-ce qui consacre ce droit à l'information, aussi bien les instruments nationaux qui existent, mais les instruments internationaux, en leur rappelant également certains principes d'éthique et de déontologie, tout comme aussi quelle information il faudrait privilégier, comment faire pour donner la bonne information, quelles sont les informations pertinentes durant une campagne électorale. Étant entendu que cette campagne c'est une occasion pour les candidats, en tout cas, qui aspirent à gouverner, à présider aux destinées des Sénégalais, et d'exhiber, de montrer leur programme, quel projet de société ils proposent pour que les citoyens puissent faire le soit le plus judicieux possible le jour du scrutin. Je vais vous interrompre un peu, c'est pour glisser une autre question. On a vu avant le scrutin des spots publicitaires qui rappellent un peu à la déontologie. Est-ce que vous aviez pensé au niveau du SYNPICS que vu le contexte, vu la particularité de cette élection, il fallait aller dans ce sens de rappel de déontologie en termes, après avoir vu peut-être qu'il y avait une insuffisance criarde auprès de dans la corporation, j'allais dire. Non, non, absolument. Je pense que c'est un tout. Je pense que pour les journalistes, quand même, que les règles d'éthique et de déontologie constituent quand même un pilier très important, aussi, au même titre que la maîtrise des techniques de collecte et de traitement de l'information. Donc il fallait, je pense, rappeler l'éthique et la déontologie que nous partageons. Qu'est-ce qu'il faut notre métier, comment faut-il faire, comment faut-il Elle est en souffrance apparemment parce que vous avez un peu tapé sur la déontologie. Elle est en souffrance chez nous ici. Chez nous, pas forcément. Je pense qu'il faut
faire confiance quand même au génie et au professionnalisme des uns et des autres. Globalement, on n'a pas eu de réclamation par rapport à ça. Et je pense que les journalistes, la plupart du temps quand même, ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes, et à savoir d'informer les Sénégalais par rapport au candidat, par rapport à la campagne, en ne versant pas dans la propagande ou bien dans des commentaires tout de suite. Encore que, il faut faire confiance également aux lecteurs ou bien aux téléspectateurs qui comprennent très bien quand le journaliste donne des informations factuelles qui est différent du commentaire qu'il peut en faire. Donc je pense que fondamentalement, cette éthique et cette déontologie, je pense qu'il faut très souvent la rappeler pour que les gens évitent des pièges, puisqu'il y a des pièges aussi à éviter pendant une période de campagne électorale. Puisque l'exemple le plus probant, c'est que très souvent, il y a des journalistes qui sont, je ne dirais pas à la merci des candidats, mais qui sont dans leur convoi. Alors, maintenant, comment vous faites pour les confrères qui sont colorés? Il y en a. Oui, des confrères qui sont fortement colorés et qui sont Moi, dans les activités. Comment vous gérez ça à votre niveau? Écoutez, je pense que ça, c'est à un niveau individuel. D'abord, que ça se pose. Si moi, si j'estime avoir une coloration politique qui ferait que mon travail journalistique puisse être biaisé, c'est à moi de prendre mes responsabilités ou bien d'avertir les uns et les autres. Et dans les rédactions, les gens doivent rester professionnels. Savoir qu'ils font du journalisme, pas du militantisme. À partir de ce moment, je pense que le problème ne se pose pas. On a vu notre confrère Abdelatif Coulibaly, lorsqu'il avait été investi pour briguer les suffrages avant de se rétracter plus tard, il avait démissionné de ses fonctions de directeur de publication. De la même façon également, notre collègue Alioune Ndiaye du TFM, lorsqu'il a été pressenti pour diriger la campagne de Youssou Ndour, si bien que le candidat Youssou Ndour a été recalé, il a dit qu'il s'est déchargé de ses fonctions au groupe Futurs Médias. Donc je pense que les gens savent à quoi ils tiennent, et le journaliste n'a que sa crédibilité. À partir du moment où cette crédibilité est entamée, il doit aller faire autre chose que du journalisme, puisqu'on ne peut pas quand même avoir les kilos ou bien vouloir croire au lecteur que si bien que je mérite dans une telle formation ou telle autre, faites-moi confiance de vous donner que de l'information. Donc je pense que sur ce plan, il n'y a pas à se leurrer. Les gens ont été très professionnels et ils ont été respectés par rapport à l'engagement politique et à l'engagement professionnel. Donc je pense qu'il faut faire les distinguos. Alors nous allons, je rappelle, rentrer en ligne avec Ibrahim Lissa Faye. Si la régie est prête, nous sommes prêts à le recevoir. Mais voilà, donc nous l'avons, on me dit qu'il est bon. Ibrahim Lissa, bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci d'être en direct avec nous dans cette édition spéciale que TFM propose aux téléspectateurs tous les jours à partir de 17h. Nous parlions un peu de la déontologie avec mon confrère Ibrahima Khalilou Ndiaye. On en était justement à la déontologie. Vous qui gérez la presse en ligne, est-ce qu'elle est en souffrance un peu dans la presse en ligne, spécialement au Sénégal? Oui, je vous remercie d'abord et je salue au passage les téléspectateurs de la TFM. En fait, pour la presse en ligne, c'est vrai qu'il y a quelques problèmes liés à l'éthique et à la déontologie, mais c'est surtout en fait parce que c'est nouveau. Mais pour ce qui est de la présidentielle, de la campagne, des efforts ont été faits pour faire en sorte qu'en tout cas le contenu soit le plus professionnel possible. Et pour preuve, par exemple, on a mis en place une plateforme mutualisée qui permet à la presse en ligne de couvrir les 14 régions du pays, les 14 candidats qui étaient en lice au premier tour de la présidentielle. Alors, des textes, des vidéos, des photos et des sons nous venaient d'un peu partout. Et il y avait une équipe qui était là, qui retraitait pour voir vraiment, pour faire du writing, pour voir si le texte, si le texte répond aux normes journalistiques et tout, et s'il y a des choses à compléter, il appelle le correspondant pour compléter et écrire le texte selon les normes journalistiques. Donc on peut dire que vraiment pour la campagne, on sait qu'il y a des problèmes dans notre secteur, c'est nouveau et nous travaillons. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns? On voudrait être informé. Est-ce qu'on peut en avoir un peu le type de problème spécifiquement Oui, en fait, vous savez que la presse en ligne, c'est vraiment l'instantané. C'est l'instantanéité, il y a la réactivité et tout, ce qui fait que quand vous avez une information, vous avez tendance rapidement à l'écrire et à la mettre en ligne. Et parfois, le recoupement peut poser problème.
ou bien en fait la vérification et même, disons, l'écriture même peut poser problème. Donc c'est des choses que nous vivons tous les jours. Et par exemple avec la campagne, mais il y a eu la rapidité, mais il y a eu également le professionnalisme parce que les textes ont été bien corrigés et ils répondaient en fait bien aux normes journalistiques et tout. Et donc moi je me dis qu'en fait c'est l'avantage d'avoir une association parce que elle fédère et coordonne un certain nombre de choses et le but majeur de l'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne appelle, c'est en fait de professionnaliser et de promouvoir la presse en ligne qui est un secteur nouveau. Oui, alors, et quand même, pour le deuxième tour également, on est en train de se battre pour remettre le même dispositif en place. Et il y a normalement ICFJ qui va venir avec un apport et aussi peut-être bien l'ambassade des États-Unis. On est en pour parler avec ces deux organisations. Et ce qui est sûr et certain, bon, de toute façon, elles vont venir à notre... elles vont nous appuyer pour qu'on puisse gérer convenablement ces élections. Et voilà. C'est tout à fait... Voilà, Ibrahima, je parlais à Khalilou Ndiaye tout à l'heure. On parlait des journalistes colorés. Aujourd'hui, vous parlez au nom de la presse en ligne. Vous en êtes un exemple. Donc, vous parlez certainement au nom de tous les autres qui s'activent autour. Nous parlions de décoloration et on sait qu'il y a des besoins simplement commerciaux, puisqu'il faut rentabiliser son travail. Les alliances qui peuvent se créer, les amitiés ou les directoires de campagne qui s'approchent un peu de ce moyen de communication ultra rapide. Est-ce qu'on peut en avoir un peu la totalité en termes de déroulement, relations, directoire de campagne, infiltration, coloration, des gens qui animent la presse en ligne pour cette présidentielle spécifiquement? Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la presse en ligne est animée par, en tout cas pour l'essentiel, par des journalistes. Un journaliste, c'est un être humain, il peut avoir un bord, mais quand il s'agit de travailler, de faire des textes ou en tout cas des reportages, il doit être impartial. Et ne doit pas connaître de couleur, en fait, ne doit pas être d'un parti ou d'un autre, ou disons d'une tendance ou d'une autre. Donc il doit faire son travail de manière correcte. Et de manière générale, en tout cas, ce qu'on a vu, en tout cas, on peut être satisfait parce que dans un cadre global, ils ont fait convenablement leur travail. Et je peux dire, en tout cas, grâce également à la mutualisation qu'on a pu réussir. Et également, il y a la mutualisation, mais il y a aussi le fait qu'on était tout le temps en coordination. Moi, en tout cas, le QG qu'on a mis en place, tout le temps, on appelait les éditeurs, les membres des rédactions, on a réalisé beaucoup de choses ensemble. Et ça va continuer comme ça, parce qu'en fait, l'objectif, encore une fois, c'est de fédérer, mais encore de rendre la presse en ligne beaucoup plus forte. Et ce qui est sûr et certain, comme je vous ai dit à l'entente de mon propos, il peut y avoir quelques entorses, il peut y avoir quelques problèmes. Mais il faut être conscient de cela et avoir les capacités nécessaires pour les transcender, pour les dépasser. Et nous sommes dans ce sillage-là. Et de toute façon, je pense que quand même, les gens ont vu une nette amélioration sur la presse en ligne. Ibrahima Khalilou Ndiaye, qui est là avec vous, peut en témoigner. D'autres également, les téléspectateurs et d'autres peuvent en témoigner. Et ce qu'il faut également noter, et ça a été vraiment très appréciable au niveau de la presse en ligne, c'est que pendant cette présidentielle, tous les trafics ont presque quintuplé. Et ça, quand même, c'est très important et je pense que c'est lié à la densité du travail, mais également à ce qu'on a fait vraiment comme effort pour gérer cette présidentielle-là. Et les gens nous attendaient beaucoup pour cette présidentielle. Et je pense vous pensez que vous avez réussi votre pari. Ibrahim, on va revenir à vous. On n'a pas terminé avec vous. Nous poursuivons cette émission avec vous, mais on va revenir à vous plus tard pour revenir au plateau en attendant que Marie-Christine nous présente ce reportage consacré aux rédactions locales. Voilà, donc on fait signe que c'est encore, il nous reste encore un peu de temps pour en arriver à Marie-Christine. Alors, Ibrahima Khalilou, on sait que ça a été, en tout cas pour le premier tour, une campagne très houleuse. La presse en a souffert. C'est vrai que ce sont les réalités du métier. Il faut aller au front, comme on dit. Donc, voilà pourquoi l'aspect sécuritaire a son importance à l'heure du bilan aujourd'hui. Qu'en est-il? On n'a pas vu cette fois-ci
des journalistes molestés, des journalistes arrêtés, blessés, et on sait que la cohabitation était très souvent difficile entre la police et la presse de façon générale, au-delà même du Sénégal. C'est des relations virtuelles finalement. Oui, effectivement, je pense que quand même les rapports ne sont pas toujours bien nivelés entre la presse et les forces de défense et de sécurité. Mais si on a à se féliciter quand même que les confrères n'aient pas souffert de brutalité ou autre, c'est pas simplement que nous avions pris nos devants. Et comme je vous le disais, pendant cette formation à Dakar et qu'on a démultiplié dans 7 axes régionaux pour faire un maillage du territoire national, il se trouvait que nous avions avec nous des représentants de ces forces de défense et de sécurité, que ce soit la police, la gendarmerie ou les forces armées. Et on a même vu les chefs de ces entités pour leur sensibiliser et leur donner le spécimen des gilets. Donc pendant ces rencontres avec les forces de défense et de sécurité, on a fait des reproches, on s'est fait des reproches mutuellement entre Comment ça s'est passé, Ibrahima? Parce que ça paraît insolite, hein, les policiers et les journalistes dans un bilan pour une manifestation, ça peut être assez insolite. Hein. Non, c'est-à-dire que chacun a dit ce qu'il avait dans le cœur. Les forces de défense et de sécurité nous ont par exemple reproché notre attitude ostentatoire ou bien une attitude que je mets entre guillemets, ou bien à les défier très fréquemment, tout comme aussi nous on peut leur reprocher souvent qu'ils saisissent le matériel des uns et des autres. Mais on est parvenu à trouver des compromis et à évoluer sur des bases consensuelles. Il faut toujours que si le journaliste qui est sur le terrain, il fait son boulot au même titre que l'agent de sécurité, donc il faut que les uns et les autres s'accordent pour que chacun puisse évoluer sur le terrain de façon harmonieuse et que en fin de compte chacun puisse rentrer dans les meilleures dispositions possibles. Il faut parler au chef qui va répercuter les ordres, puisque les troupes quand elles sont déployées sur le terrain, elles répondent à des ordres. Mais comme je le disais également, c'est que avec cette campagne atypique où il y avait souvent des manifestations au centre-ville ou ailleurs, les journalistes arboraient leurs gilets. Ils étaient facilement identifiables. Et même sur le gilet, il y a l'écriture presse sur le dos qui est fluorescent. Même la nuit, on pouvait facilement reconnaître les journalistes. Et ça a permis aux journalistes d'éviter, en tout cas de ne pas être pris pour cible aussi bien par les forces de l'ordre que par les manifestants. Et souvent, ils choisissaient un angle où ils pouvaient évoluer et faire facilement leur boulot. Donc, je pense que cette expérience des gilets on a distribué plus d'1 millier et souvent même à des confrères étrangers qui étaient venus spécialement pour couvrir la campagne. Ça a été une expérience très intéressante et je pense que beaucoup de gens en parlent aujourd'hui, mais je pense que c'est ce genre de disposition qu'il faut, mais en amont il faut dialoguer, discuter avec les uns et les autres pour qu'ils puissent comprendre. Et même le jour du scrutin, ça a facilité également le travail des journalistes, puisque je pense que ce gilet-là, on l'a fait, ça dépend c'est le journaliste qui apprécie de la nécessité ou de l'arborer ou pas, une fois qu'il est sur le terrain. Mais je pense que ça a facilité. En tout cas, je pense que beaucoup l'ont arboré puisque les contextes n'étaient pas très faciles. Nous allons sortir du studio pour aller simplement retrouver Marie-Christine Mendy. Je le disais dans le sommaire qu'elle a fait le tour de quelques rédactions. C'était pour revenir sur ce premier tour, mais aussi sur le second qui se profile. Reportage signé Marie-Christine Mendy. 14 candidats, 21 jours. Les organes de presse n'ont pas chômé durant la campagne électorale. En tout reportage, débat, plateau direct, l'élection présidentielle de 2012 a fortement bénéficié d'une couverture médiatique exceptionnelle. C'était donc une situation nouvelle. Et comme on dit, situation nouvelle, conscience nouvelle. On a essayé de voir du côté de la logistique avec donc un matériel nouveau. Et du côté également des ressources humaines, on a essayé de voir des gens, des personnes de ressources qui pouvaient nous accompagner également dans ce moment particulier d'analyse surtout donc profonde, parce qu'il ne s'agissait pas vraiment de se limiter au factuel, mais d'aller en profondeur pour au moins décrypter cet événement pour les gens qui écoutaient de loin ou qui nous suivaient de loin et qui nous ignoraient beaucoup de choses donc dans l'histoire du pays. C'est donc vraiment un moment particulier que les gens ont essayé d'accompagner par leurs moyens, un moment accaparant, un moment également passionnant et également passionné parce qu'aussi avec toutes les péripéties que vous avez vécues, c'était vraiment une campagne particulière pour un scrutin spécial. Parce que je pense pour la première fois vraiment on a vécu une campagne sanglante
une campagne très mouvementée au point que vraiment ceux qui n'étaient pas habitués à l'histoire politique du Sénégal étaient complètement déroutés dans leurs analyses mais également dans leurs observations. Parce qu'on sait que ce qui s'est passé au Sénégal, ce n'est pas totalement étranger au pays, mais quand même pour la jeune génération qui n'a jamais vécu des situations de ce genre, c'était vraiment un monde qui s'effondre, c'était, on dirait donc, une sorte d'apocalypse pour eux, et je pense aussi que ça a été inscrit dans l'histoire du pays. Pour une bonne couverture, certaines rédactions n'ont pas lésiné sur les moyens pour l'équilibre dans le traitement de l'information. Du point de vue de la couverture médiatique, nous avions des envoyés spéciaux dans certaines localités, dans certains départements du pays, mais également des envoyés spéciaux qui suivaient certains candidats. Ce qui nous a permis en tout cas de faire une couverture en tout cas plus ou moins exhaustive de la campagne électorale du premier tour. Nous avions en tout cas pour le premier tour, on avait étoffé plus ou moins la rédaction par quelques stagiaires pour un peu combler le vide des chefs de desk et des grands reporters qui étaient partis en campagne. Nous avons 14 candidats en lice, 14 bons profils. Il fallait véritablement respecter l'équilibre. Il fallait rester en phase avec son équipe, travailler méthodiquement mais rigoureusement avec son équipe et surtout être attentif à l'écoute des uns et des autres et être présent au rendez-vous. La présidentielle 2012 est mémorable pour beaucoup de journalistes. Ils ont été témoins de plusieurs scènes de violence. Ce qui m'a le plus marqué durant cette campagne, c'est vraiment la mort de certains citoyens sur le devoir également, sur le chemin du devoir. Parce que c'est des gens qui avaient des revendications vraiment légitimes, des revendications inscrites également dans la Constitution, à savoir le droit de manifester, mais également le droit de défendre cette Constitution. Et je pense que vraiment c'est quelque chose qui a été regrettable et qui doit marquer tout citoyen vraiment qui est soucieux vraiment de la sauvegarde de la charte fondamentale, mais soucieux également du respect du devoir citoyen dans ce pays qui a quand même une longue histoire de démocratie, mais également un tableau très reluisant de la démocratie, particulièrement sur le continent africain. Tout chacun a vécu une expérience particulière. Par exemple, Sophie Barra, elle vous dira peut-être qu'elle s'est blessée durant la campagne. Et ce sont des choses qui restent. Je pense que d'ici 20 ans, si on lui tend un micro, elle dira que pendant ces élections, j'ai été marqué par telle ou telle autre chose. Et je pense que c'est ça qui est fondamental. La campagne pour le deuxième tour s'ouvre dans quelques jours. Tous les organes promettent de remettre ça dans la plus grande impartialité et le respect de l'éthique. Voilà, Marie-Christine, merci, j'allais dire Ibrahima Lissa qui est déjà en ligne, Ibrahima qui nous accompagne toujours. Ibrahima, la dernière question, c'est quand on a eu à essuyer quelques revers, quelques critiques, donc au soir du premier tour, en tout cas de ce 26 dernier, certains ont estimé, par exemple, que certaines radios et certaines télévisions privilégiaient les résultats de l'opposition au détriment de celui ou ceux du parti au pouvoir. Est-ce que vous, au niveau de la presse en ligne, est-ce que vous avez eu à recevoir des critiques spécifiques venant des politiques, qu'ils soient du camp de l'opposition ou du pouvoir? Oui, les critiques, de toute façon, elles vont demeurer, elles existeront toujours. Et ce qui est sûr, bon, il y a des gars du pouvoir qui nous ont reproché d'avoir été un peu partial et d'avoir été un peu trop avec l'opposition. Mais moi, je pense que dans le, comment dirais-je, quand on donne les résultats, quand on publie les résultats, on ne fait pas de distinguo si c'est le pouvoir ou l'opposition. Non. On donne simplement ce que en fait les urnes ont donné comme résultat, c'est-à-dire le résultat des urnes. Et pour ça, personne ne peut dire en tout cas que on a été pour le régime ou pour le pouvoir. Maintenant, ce qui est sûr et certain, que cette présidentielle, les enjeux étaient énormes et beaucoup s'attendaient à une déroute du candidat au pouvoir compte tenu en tout cas des événements malheureux qu'on a connus avec les décès en tout cas d'une dizaine de personnes, également avec des saccages de lieux publics et de biens appartenant à autrui et tout ça. Alors les gens se disaient
que, en tout cas, les populations ne veulent plus près de ce pouvoir-là. Mais les journaux ont donné la vérité. Et il y a eu un deuxième tour et on verra au deuxième tour ce qui exactement va se passer. Alors, Lissa, avant de vous quitter, une dernière question. Comment est-ce que ça va se passer concrètement pour la presse en ligne? Rapidement, parce que c'est la dernière question pour vous. Comment ça se fait? Comment ça va se passer pour la couverture, pour la presse en ligne, oui, pour ce second tour? Le même dispositif sera mis en place, avec, disons, des retouches pour améliorer. Par exemple, on avait préparé en tout cas une plateforme pour recueillir et donner les tendances à temps réel pour le premier tour. Malheureusement, ça s'est planté à la dernière minute. En tout cas, ce sont les aléas des technologies. Mais cette fois-ci, on est en train de préparer et de tester pour avoir une bonne plateforme qui pourra donner les résultats à temps réel. D'où, en tout cas, les résultats puissent venir. En tout cas, nous les donnerons à temps réel et les gens pourront, à partir de nos plateformes, à partir de tous les sites membres de l'appel, voir exactement comment les tendances se dessinent et qui pourrait être le futur président de la République qui pourra être le futur président de la République du Sénégal. Et pour ça, Appel ne va pas travailler seul. On va travailler avec les blogueurs qui ont mis en place une bonne trouvaille avec le hashtag Sunu 2012. Et là également, on est en pourparlers. Et ce qui est sûr et certain, on a travaillé le jour du scrutin, le 26 février dernier. On continue la collaboration. Et je sais qu'en tout cas, le net va peser de tout son poids le 25 mars 2012. Ça, c'est voilà. Lissa Faye, merci et bonne chance en tout cas pour les caprices de la technologie, pour que vous n'ayez pas de quoi certainement pour ce second tour. En tout cas, merci d'avoir été avec nous en direct dans cette édition spéciale consacrée justement à la presse. On revient sur la presse. Alors, Ibrahim Khalilou Ndiaye, vous avez réussi les 50%. Il reste encore 50 autres % à gérer. Je veux faire allusion à ce second tour. Est-ce que les procédés vont changer, ils vont être améliorés ou certains vont simplement disparaître eu égard au bilan que vous avez eu à faire pour l'instant? En tout cas, au niveau des Syntex, nous avons tenu une conférence de presse la semaine dernière pour tirer des résultats du premier tour et également parler à nos confrères en direction du deuxième tour avec un certain viatique pour les encourager notamment à toujours développer les réflexes de survie, de sécurité ou autre, mais à rester toujours professionnel. Maintenant, je pense que le reste, ça dépendra de la rédaction, des dispositions qu'elles vont prendre à leur niveau d'abord. Et je pense que la tâche semble beaucoup plus très facilité aujourd'hui par le fait qu'il ne reste que deux concurrents, que deux candidats. Il s'agira pour les journalistes de procéder à une couverture rigoureuse de ces deux candidats, de ressortir le projet de société, d'expliciter aux Sénégalais quels sont les programmes qu'ils proposent. Je pense que la tâche leur sera facilitée. Mais je pense également qu'il est indispensable aujourd'hui d'aller recueillir les avis des populations par rapport à ce que l'un ou l'autre des deux candidats qui restent en liste proposent. Qu'est-ce qui sera fait également d'expliciter, d'éclairer très bien les Sénégalais pour qu'ils puissent faire le choix le plus judicieux possible le jour du 25 mars, le jour du scrutin. Maintenant, par rapport à des modalités pratiques de couverture de cette campagne ou bien du maillage du territoire, ça dépendra des rédactions, de ce que feront les uns et les autres pour donner satisfaction à leurs lecteurs ou auditeurs ou téléspectateurs. Voilà, on n'est pas loin de la fin de l'émission, malheureusement. Ou heureusement si vous êtes fatigué. Dans tous les cas, on va se rapprocher encore une fois de Mamfatou pour sa question du jour qui va compter pour demain avec les internautes qui vont nous répondre. Les Facebookers, nous a-t-elle dit, sont très positifs, en tout cas très prolifiques en matière de réaction. Alors Mamfatou qui a réussi la prouesse d'imposer sa question en fin d'émission. Alors c'est laquelle aujourd'hui, Mamfatou? Alors, vous m'avez inspiré parce que vous avez parlé du travail de la presse, donc des efforts consentis par les différents organes depuis le début. Alors, justement,
Je vais demander aux internautes de nous dire comment ils apprécient tout simplement le travail effectué par la presse nationale, je précise bien nationale, durant donc la période de la campagne électorale et bien sûr le premier tour de l'élection présidentielle. Donc voilà, ci wolof comme déglu naa seen débat